Alors, le secteur public est un large périmètre à couvrir. Ça comprend à la fois les plus hautes instances de l'État, tout comme une commune, Rochefourchat, qui compte un habitant et qu'il faut réussir à sécuriser également. Donc, après un tour sur des attaques emblématiques de 2023, avec Philippe, nous ferons un zoom sur les collectivités territoriales ainsi que les universités. Alors, par rapport au monde privé, il est vrai que le secteur public est souvent victime d'activisme. On le voit ici avec des campagnes menées de DDoS et de défacement de sites qui ont principalement touché l'Assemblée nationale, mais également des centres hospitaliers, des CHU, ainsi qu'un grand nombre de mairies. On a également vu des fuites de données qui sont survenues sur des données de magistrats et d'avocats, et tout cela en réaction aux prises de position et aux événements qui ont marqué 2023. On a eu également en 2023 un certain nombre d'attaques menées contre des services essentiels tels que des services de secours ou de traitement de l'eau. Alors, fort heureusement, les services sont restés opérationnels, mais les charges de travail nécessaires pour permettre leur continuité ont été importantes pour les services impactés. Donc maintenant, un zoom sur les collectivités territoriales, donc les COTER. Le rapport annuel de l'ANSSI de 2022 place au deuxième rang les COTER comme des cibles privilégiées derrière les TPE, PME et ETI pour 40%, mais devant les établissements publics de santé qui, eux, sont à 10%. Et dans un second rapport, l'ANSSI également indique avoir traité en moyenne 10 incidents par mois entre janvier 2022 et juin 2023 concernant les COTER. Et ces chiffres sont corroborés par des études menées à la fois par le CLUSIF, mais également par l'ENISA au niveau européen. Alors les conséquences sont bien entendu des interruptions de services et d'activités, 40%, la destruction de données, 20%, et des pertes financières aux alentours de 20%. Et ces attaques perturbent grandement les collectivités, notamment les services de paye, le versement de prestations sociales ou encore la gestion de l'état civil. Vous voyez qu'en quatrième position se trouvent les fuites de données. Celles-ci vont concerner notamment des informations financières sur les marchés publics, des coordonnées bancaires, à la fois des entreprises travaillant avec les collectivités, mais également des agents, des administrés, les budgets et toute la paye. Et ces données fort intéressantes pour les cybercriminels sont envisageables pour des opérations soit d'hameçonnage, soit de fraude au président. Et les plus perspicaces d'entre vous noteront que la somme de toutes ces conséquences dépasse 100%, parce que comme les ennuis, on peut tout à fait les cumuler, et il est tout à fait possible, lorsque l'on vole les données, de ensuite les chiffrer et de les faire disparaître. Il y a également pour les collectivités territoriales des impacts financiers. Ces impacts sont en fonction à la fois de la préparation, mais également de l'impact des cyberattaques. Et cela concerne la récupération des données chiffrées, si c'est possible, l'embauche de nouvelles compétences, le support des prestataires externes qui viennent aider à la remise en activité. Ces chiffres n'incluent pas le paiement des rançons. Et si ça avait été le cas, sachez que dans près de la moitié des attaques de rançongiciel, elles auraient servi à enrichir notamment le groupe Logbit. Et les attaques de rançongiciel en particulier, c'est 22% des incidents relevés, encore une fois, par l'ANSSI. Et on note que la première catégorie est la compromission des comptes de messagerie, alors qui est une technique, je dirais, sans grande innovation, quoique peut-être avec l'IA en 2023, tout en sachant que ça met en avant le fait qu'il y a un certain nombre de sensibilisations toujours à faire, au-delà des mesures techniques. D'ailleurs, dans le sondage réalisé par cybermalveillance.gouv.fr auprès des villes de moins de 25 000 habitants, on note que 78% des communes se disent avoir été sensibilisées. Je passe la main maintenant à Philippe pour la partie université. Alors, quelques transparences sur le cas universitaire. Donc, c'est une structure classique à protéger avec des directions métiers et des services administratifs, mais également des laboratoires de recherche. Et la variété des données sensibles y est très importante. Une ouverture exceptionnelle également, avec une grande variété d'acteurs, donc plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, et de stagiaires de formation continue. Des milliers de personnels enseignants-chercheurs, mais aussi des personnels techniques et administratifs, et des centaines de vacataires qui proviennent d'entités extérieures,
notamment des entreprises. Les laboratoires hébergent naturellement des chercheurs de l'université, mais également de grands organismes de recherche tels que le CNRS, l'INSERM ou l'INRIA. Alors, ces recherches se font parfois avec des partenariats publics ou privés, sont plus ou moins sensibles, et entre autres avec les CHU, donc les hôpitaux. Ces activités de recherche donnent lieu à des recrutements ou à des déplacements dans des pays sensibles. Les données de la recherche sont soumises à de la captation d'États étrangers. Et tout ça avec un grand nombre de PC portables plus ou moins maîtrisés dans un contexte de télétravail ou de Covid comme on a connu, avec autant d'opportunités donc de compromission. Alors, revenons sur 2021-2022, où la communauté enseignement-recherche a subi de nombreuses tentatives de compromission. En 2022, une série de cyberattaques cible les établissements et réussit à paralyser l'INP Toulouse avec le rançongiciel Avos. Décembre 2022, une vague d'attaques mobilise la cellule cybercrise du ministère de l'Enseignement supérieur Recherche avec le CERT-Renater et l'ANSSI. Début 2023, le nombre d'ordinateurs portables compromis par InfoStealer double. Le pire est attendu pour 2023. En juin 2023, l'université d'Aix-Marseille subit une cyberattaque d'envergure et doit prendre des mesures, en arrêtant sa liaison à Internet via Renater, en cloisonnant ses réseaux pour protéger ses serveurs et avec un arrêt complet des activités d'enseignement, d'administration et de recherche. Alors, que s'est-il passé avant cette paralysie d'Aix-Marseille ? Donc, constaté en 2022, avec l'attaque dite Guacamole, la cible est clairement l'annuaire Microsoft Active Directory. Début 2023, la vague d'InfoStealer s'amplifie, passant de 200 PC compromis par semaine fin 2022 à 400, puis 750. Février 2023, l'accès web à une plateforme pédagogique Moodle est ciblé grâce à Blue Fox Stealer, présent dans une version craquée d'un logiciel téléchargé par un étudiant. Mars 2023, c'est un bureau distant RDS, un serveur de bureau distant, RDS, qui est compromis, puis un serveur RDP. Avril 2023, des étudiants partagent un formulaire Google Forms contenant un InfoStealer qui contamine 50 PC. Et l'univers du jeu est également ciblé par les InfoStealers via le Play Store de Google. Des volumes importants de données contenant des identifiants sont mis en vente chaque jour via Telegram. Et enfin, cybermalveillance nous donne un grand coup de main en produisant une sensibilisation adaptée aux étudiants. Ce qui nous amène à une conclusion en deux parties, avec un volet stratégique et un volet tactique. Donc, l'État a mis en place une stratégie nationale de la cybersécurité, avec un soutien des services de l'État. Alors, pour rappel, de 2021 à 2022, l'ANSSI a piloté le volet cyber de France Relance doté de 136 millions d'euros. En 2021, c'est près de 630 parcours de cybersécurité pluriannuels qui ont été initiés avec des accompagnements en compétences, méthodes et moyens. Et en décembre 2023, le programme CARE de l'hôpital est doté de 250 millions d'euros jusqu'en 2025, avec un objectif d'investissement total de 750 millions d'ici 2027. Alors, côté éléments de gouvernance et de cadrage, l'instruction générale interministérielle 1337, enfin établie, définit un nouveau cadre de gouvernance de la sécurité des systèmes d'information de l'État. Le décret du 8 avril 2022 donne un objectif à 2 ans pour homologuer l'ensemble des SI sensibles. L'ANSSI, enfin, développe également un outil d'aide à l'homologation appelé Mon Service Sécurisé. Et enfin, Nice 2 renforce le dispositif avec une transposition nationale prévue pour octobre 2024. Donc en conclusion, à présent, la gouvernance et les directions métiers peuvent s'impliquer dans la sécurité de l'information. Et d'un point de vue tactique, un florilège des actions relevées. On note bien entendu cybermalveillance, à la fois sur la sensibilisation et sur la réponse aux questions des victimes. 2 actions majeures de l'ANSSI, à la fois avec un guide sur la crise cyber et un outil d'auto-évaluation. Bien entendu, le déploiement des CSIRT en région. Et pour terminer, la gendarmerie nationale avec Diagonale, qui a accompagné 20% des collectivités territoriales dans le Morbihan
ainsi qu'un grand nombre d'autres collectivités territoriales à travers la France. Et pour terminer, une note positive portée par la direction générale, sa direction générale, la communauté de communes du Neubourg a fait face à des cyberattaques avec brio, grâce notamment à cette prise de conscience et à cette prise d'initiative sur les moyens cyber. Merci.